Imaginez un instant quelque chose de vraiment extraordinaire. En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, des particules de lumière traversent l'univers à une vitesse inimaginable. Certaines ont quitté des étoiles lointaines, il y a des millions, voire des milliards d'années, selon nos horloges terrestres. Et pourtant, voici le fait le plus étrange que la physique moderne nous ait révélé. Pour ces photons eux-mêmes, pas une seule seconde ne s'est écoulée, pas un instant, pas un battement de cœur cosmique. Du point de vue de la lumière, si tant est qu'on puisse parler d'un tel point de vue, le voyage le plus long de l'univers ne dure pas plus longtemps qu'un clignement d'œil. En fait, il ne dure même pas cela. Il ne dure rien du tout. C'est comme si le temps lui-même cessait d'exister pour ces messagers lumineux qui traversent le cosmos. Si vous appréciez ce voyage à travers les mystères de la lumière et du temps, je vous invite doucement à vous abonner à cette chaîne et à laisser un pouce vers le haut. Votre soutien nous permet de continuer à créer ces explorations calmes et contemplatives de l'univers qui nous entoure. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question à laquelle vous pourrez réfléchir tranquillement tout au long de ce documentaire. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus troublant dans cette idée de l'immortalité des photons? Est-ce le fait que le temps puisse s'arrêter complètement? Est-ce l'idée qu'une particule puisse exister en dehors du flux temporel que nous connaissons? Ou est-ce peut-être la réalisation que la lumière qui atteint vos yeux en ce moment pourrait être, d'une certaine manière, aussi fraîche que le moment où elle a été créée il y a des éons? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car c'est dans ces échanges que nous approfondissons ensemble notre compréhension de ces merveilles cosmiques. Commençons donc notre voyage en considérant quelque chose de si familier que nous y pensons rarement, la lumière elle-même. Depuis le moment où nous ouvrons les yeux le matin jusqu'au moment où nous les fermons la nuit, nous baignons dans un océan de lumière. Elle est si omniprésente, si constante dans notre expérience quotidienne, que nous la tenons pour acquise, comme l'air que nous respirons. La lumière du soleil qui filtre à travers vos fenêtres, la lueur douce de votre lampe de chevet, l'éclat des étoiles dans un ciel nocturne dégagé, les couleurs vibrantes d'un arc-en-ciel après la pluie. Toutes ces manifestations de la lumière semblent si ordinaires, si naturelles, si évidentes. Et pourtant, derrière cette familiarité, se cache l'une des substances les plus mystérieuses et les plus étranges de tout l'univers. Les anciens philosophes se demandaient ce qu'était la lumière. Était-elle une émanation de nos yeux, atteignant le monde pour le percevoir? Ou était-elle quelque chose qui venait des objets eux-mêmes, portant leur image jusqu'à nous? Pendant des millénaires, l'humanité a contemplé cette question, proposant des théories, les abandonnant, en créant de nouvelles. Isaac Newton pensait que la lumière était composée de minuscules particules, qu'il appelait corpuscules. Christian Huygens, son contemporain, était convaincu qu'il s'agissait d'ondes se propageant dans un milieu invisible. Pendant des siècles, ces deux visions se sont affrontées, chacune expliquant certains phénomènes, mais échouant à en expliquer d'autres. Ce n'est qu'au XXe siècle que nous avons commencé à comprendre la véritable nature de la lumière. Et cette compréhension s'est révélée plus étrange que tout ce que les philosophes ou les scientifiques avaient imaginé. La lumière, nous l'avons découvert, n'est ni simplement une onde, ni simplement une particule.
Elle est les deux à la fois, ou peut-être ni l'une ni l'autre, selon la manière dont nous choisissons de l'observer. Cette dualité onde-particule est l'un des premiers mystères de la physique quantique, un domaine où nos intuitions quotidiennes cessent de fonctionner et où la réalité se révèle bien plus subtile que ce que nos sens peuvent percevoir directement. Mais ce soir, nous allons nous concentrer sur un autre aspect de la lumière, un aspect qui émerge non pas de la mécanique quantique, mais de la relativité restreinte, cette autre grande révolution de la physique du XXe siècle. Nous allons explorer ce qui arrive au temps lui-même lorsqu'on voyage à la vitesse de la lumière. Et ce que nous découvrirons est peut-être encore plus troublant que la dualité onde-particule. Nous découvrirons que pour un photon, le temps n'existe tout simplement pas. Pour comprendre cette affirmation extraordinaire, permettez-moi d'abord de vous présenter le photon lui-même. Un photon est la plus petite quantité possible de lumière, ce que les physiciens appellent un quantum de rayonnement électromagnétique. Chaque rayon de lumière que vous voyez, chaque signal radio qui traverse l'air, chaque rayon X qui permet aux médecins de voir à l'intérieur de votre corps, tout cela est composé de photons. Des milliards et des milliards de photons, chacun portant une minuscule quantité d'énergie, voyageant ensemble pour créer les phénomènes lumineux que nous observons. Les photons naissent de 1000 façons différentes. Dans le cœur des étoiles, des réactions nucléaires fusionnent des atomes d'hydrogène en hélium, libérant d'énormes quantités d'énergie sous forme de photons de haute énergie. Dans le filament incandescent d'une ampoule, des électrons excités par le courant électrique retombent à des niveaux d'énergie plus bas, émettant des photons de lumière visibles. Dans les écrans de nos téléphones et de nos ordinateurs, des diodes électroluminescentes convertissent l'électricité en photons de différentes couleurs. Partout où il y a de l'énergie qui change de forme, des photons peuvent naître. Et une fois nés, les photons font quelque chose de remarquable. Ils se mettent immédiatement à voyager. Pas progressivement, pas en accélérant depuis l'immobilité, mais instantanément à leur vitesse maximale. Contrairement à tout autre objet dans l'univers, les photons n'ont pas besoin d'accélérer. Dès l'instant de leur création, ils voyagent à exactement 299 792 458 mètres par seconde. Cette vitesse, que nous appelons c, est la vitesse de la lumière dans le vide. Et c'est la vitesse la plus rapide à laquelle quoi que ce soit peut voyager dans notre univers. Prenons un moment pour apprécier ce que cette vitesse signifie vraiment. En une seule seconde, un photon peut faire plus de 7 fois le tour de la Terre. En 8 minutes environ, la lumière du Soleil atteint notre planète, parcourant près de 150 millions de kilomètres. En un peu plus d'une seconde, la lumière peut voyager de la Terre à la Lune et revenir. Ces distances sont déjà immenses à l'échelle humaine, mais elles ne sont rien comparées aux distances cosmiques que la lumière traverse régulièrement. La lumière de Proxima, du Centaure, l'étoile la plus proche de notre Soleil, met environ 4 ans et 3 mois pour nous atteindre. Cela signifie que lorsque vous regardez cette étoile dans le ciel nocturne, vous ne voyez pas Proxima du Centaure telle qu'elle est maintenant, mais telle qu'elle était il y a plus de 4 ans. Vous regardez littéralement dans le passé. Et plus nous regardons loin dans l'univers, plus nous regardons loin dans le temps. La lumière de la galaxie d'Andromède, notre grande voisine galactique,
a voyagé pendant 2,5 millions d'années avant d'atteindre vos yeux. Quand cette lumière a commencé son voyage, nos ancêtres hominidés commençaient à peine à marcher debout sur les plaines africaines. Et il y a des lumières encore plus anciennes. Les télescopes les plus puissants peuvent détecter la lumière de galaxies si lointaines qu'elle a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Cette lumière a commencé son voyage quand l'univers lui-même était jeune, quand les premières étoiles commençaient à s'allumer dans l'obscurité cosmique primordiale. Nous recevons des messages du passé profond, des échos lumineux d'époques révolues depuis longtemps. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment étranges. Toutes ces durées que je viens de mentionner, les 4 ans depuis Proxima du Centaure, les 2,5 millions d'années depuis Andromède, les 13 milliards d'années depuis les galaxies les plus lointaines, toutes ces durées sont mesurées selon nos horloges, selon notre temps, selon notre expérience de l'écoulement temporel. Mais qu'en est-il du temps tel que le photon pourrait le percevoir? Qu'en est-il du temps du point de vue de la lumière elle-même? C'est ici que nous rencontrons l'une des vérités les plus profondes et les plus contre-intuitives de la physique moderne. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tous les observateurs. Plus vous vous déplacez rapidement par rapport à quelque chose, plus le temps ralentit pour vous par rapport à cet autre observateur. Cet effet, appelé dilatation du temps, n'est pas une illusion ou une question de perception. C'est un fait physique réel, mesuré et confirmé par d'innombrables expériences. Et lorsque nous poussons les équations de la relativité à leurs limites, lorsque nous considérons ce qui arrive au temps à mesure que la vitesse approche celle de la lumière, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Le temps ralentit de plus en plus, jusqu'à ce que, à la vitesse de la lumière exactement, il s'arrête complètement. Pour un photon voyageant à travers l'univers, le temps ne passe simplement pas. 0 seconde, 0 instant, 0 durée. Cela signifie que, d'une certaine manière mathématique et physique, un photon émis par une étoile lointaine, il y a des milliards d'années, et absorbé par votre œil en ce moment, a fait ce voyage en un instant, ou plutôt en aucun instant du tout. Pour le photon, l'émission et l'absorption sont le même événement. Il n'y a pas de pendant. Il n'y a pas de voyage dans le temps du photon. Il y a simplement un là-bas et un ici, un alors et un maintenant, fusionnés en une seule réalité intemporelle. C'est dans ce sens précis que nous pouvons dire que les photons sont immortels dans leur propre référentiel. Non pas qu'ils vivent éternellement dans notre temps, car ils peuvent certainement être absorbés et cesser d'exister en tant que photons individuels. Mais pendant tout le temps où ils existent, ils n'expérimentent pas le passage du temps. Ils sont, en quelque sorte, en dehors du flux temporel qui gouverne tout le reste de notre existence. Ils sont nés anciens et meurent jeunes, ou peut-être naissent-ils et meurent-ils dans le même instant intemporel. Notre langage, façonné par notre expérience d'être temporel, peine à capturer cette réalité. Prenez un moment maintenant pour laisser cette idée vous envelopper doucement. Fermez les yeux si vous le souhaitez et imaginez-vous la lumière qui traverse la pièce où vous vous trouvez. Cette lumière, si familière, si ordinaire, est composée de particules qui existent en dehors du temps tel que nous le connaissons. Chaque photon qui touche votre peau,
qui illumine les pages d'un livre, qui danse sur la surface de l'eau, chacun de ces minuscules messagers lumineux porte en lui ce secret extraordinaire. Pour lui, le temps n'existe pas. Pour lui, l'univers entier est un instant figé, une éternité compressée en un point sans durée. Et pourtant, et c'est peut-être le plus beau de tout, ces particules intemporelles sont ce qui nous permet de voir le temps lui-même. C'est par la lumière que nous observons le passé des étoiles, l'histoire des galaxies, l'évolution de l'univers. Ces messagers qui ne connaissent pas le temps sont précisément ceux qui nous racontent l'histoire du temps cosmique. Il y a une ironie profonde et poétique dans ce fait, une sorte de paradoxe élégant qui semble être au cœur même de la nature de la réalité. Dans les chapitres qui suivent, nous allons explorer cette idée en profondeur. Nous allons comprendre d'où vient cette conclusion étrange, quelle est la physique qui la sous-tend, et quelles sont ses implications pour notre compréhension de l'univers. Nous allons rencontrer Einstein et les autres scientifiques qui ont révélé ces vérités. Nous allons suivre des photons dans leur voyage cosmique, des cœurs brûlants des étoiles, jusqu'à nos télescopes et nos yeux. Et nous allons contempler ce que tout cela signifie pour notre place dans ce cosmos étrange et merveilleux. Mais pour l'instant, reposez-vous dans cette première révélation. La lumière qui vous entoure, si familière, si quotidienne, est faite de particules pour lesquelles le temps n'existe pas. Des particules immortelles, non pas parce qu'elles durent éternellement, mais parce qu'elles existent en dehors de la durée elle-même. Des particules qui portent les messages de l'univers à travers des distances et des époques inimaginables, mais qui font ce voyage en un instant qui n'est pas un instant du tout. C'est le mystère que nous allons explorer ensemble, doucement, calmement, comme on explore un rêve. Un mystère qui commence avec la chose la plus commune du monde, la lumière, et qui nous emmène aux confins les plus étranges de la réalité physique. Un mystère qui, une fois compris, change pour toujours la façon dont nous regardons les étoiles. La prochaine étape de notre voyage nous amène à reconsidérer quelque chose que nous pensions comprendre intimement, le temps lui-même. Car pour saisir pourquoi les photons sont immortels dans leur propre référentiel, nous devons d'abord comprendre que le temps n'est pas ce que notre intuition quotidienne nous suggère. Le temps, cette chose que nous mesurons avec nos horloges et nos calendriers, cette chose qui semble s'écouler de manière si régulière et si universelle, est en réalité bien plus étrange et bien plus flexible que nous ne l'imaginons. Pensez à votre expérience quotidienne du temps. Vous vous réveillez le matin, vous passez votre journée, vous vous couchez le soir. Les heures passent, les jours s'accumulent, les années s'écoulent. Le temps semble être comme un fleuve qui coule toujours dans la même direction, à la même vitesse, emportant tout avec lui. Votre horloge et celle de votre voisin indiquent la même heure. Le temps qui passe pour vous semble être exactement le même que le temps qui passe pour quelqu'un à l'autre bout de la planète ou même à l'autre bout de l'univers. Cette intuition, si naturelle et si convaincante, a dominé la pensée humaine pendant des millénaires. Les anciens philosophes grecs débattaient de la nature du temps, mais presque tous supposaient qu'il s'écoulait de manière uniforme pour tout le monde. Isaac Newton, le géant de la physique classique, a formalisé cette intuition dans ce qu'il appelait le temps absolu. Pour Newton, le temps était comme un récipient vide dans lequel tous les événements se produisaient, un fond fixe et immuable contre lequel toute l'action de l'univers se déroulait.
Le temps passait, seconde après seconde, de la même manière partout dans l'univers, indépendamment de tout ce qui pouvait s'y passer. Cette vision du temps absolu fonctionnait remarquablement bien. Elle permettait de prédire le mouvement des planètes, la trajectoire des boulets de canon, le balancement des pendules. Pendant plus de 2 siècles, la physique newtonienne a régné en maître, et avec elle, l'idée que le temps était une toile de fond universelle et immuable sur laquelle tout le reste se jouait. Mais au tournant du XXe siècle, des fissures ont commencé à apparaître dans cette belle image. Des expériences étranges produisaient des résultats inexplicables. Des théories qui auraient dû s'accorder ne s'accordaient pas. Et au centre de ces problèmes se trouvait la lumière elle-même. L'une des expériences les plus importantes et les plus troublantes de cette époque était celle de Michelson et Morley, réalisée en 1887. Ces 2 physiciens américains essayaient de détecter le mouvement de la Terre à travers l'éther, ce milieu hypothétique dans lequel on pensait que les ondes lumineuses se propageaient un peu comme les ondes sonores se propagent dans l'air. Leur raisonnement était simple. Si la Terre se déplace à travers l'éther, alors la vitesse de la lumière devrait être légèrement différente selon qu'elle voyage dans la direction du mouvement de la Terre, ou perpendiculairement à celui-ci. Ils ont construit un appareil extraordinairement précis, un interféromètre capable de détecter des différences minuscules dans la vitesse de la lumière. Ils ont fait leurs mesures avec une précision remarquable, et ils n'ont rien trouvé, absolument rien. La vitesse de la lumière était exactement la même dans toutes les directions, quelle que soit la manière dont la Terre se déplaçait. C'était comme si l'éther n'existait pas, ou comme si la Terre était toujours immobile par rapport à lui, ce qui était impossible. Ce résultat négatif était un casse-tête énorme pour les physiciens de l'époque. Comment la lumière pouvait-elle avoir la même vitesse quelle que soit la direction dans laquelle on la mesure? Si vous êtes dans un train et que vous lancez une balle vers l'avant, la balle se déplace plus vite par rapport au sol que si vous la lancez vers l'arrière. C'est de la physique élémentaire, de l'addition de vitesse. Pourquoi la lumière ne suivrait-elle pas la même règle? Plusieurs physiciens brillants ont proposé des solutions partielles. Hendrik Lorentz, aux Pays-Bas, a développé des équations mathématiques qui décrivaient comment les longueurs et les temps devaient se transformer pour que la vitesse de la lumière reste constante. Henri Poincaré, en France, a exploré les implications philosophiques de ces transformations. Mais c'est un jeune employé d'un bureau de brevets en Suisse qui a eu l'audace de prendre ces résultats au sérieux et de reconstruire entièrement notre compréhension de l'espace et du temps. Albert Einstein avait 26 ans en 1905 quand il a publié son article sur la relativité restreinte. C'était l'une des 4 publications révolutionnaires qu'il a produites cette année-là, une année que les historiens des sciences appellent parfois l'annus mirabilis, l'année miraculeuse. Dans cet article, Einstein a pris une décision radicale. Au lieu d'essayer d'expliquer pourquoi la vitesse de la lumière semblait constante, il a décidé de l'accepter comme un fait fondamental de la nature et de voir quelles en étaient les conséquences. Einstein a posé 2 postulats simples. Le premier était le principe de relativité. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels, c'est-à-dire pour tous les observateurs qui se déplacent à vitesse constante, les uns par rapport aux autres.
Ce principe n'était pas nouveau, il remontait à Galilée. Mais le second postulat était révolutionnaire. La vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs, quelle que soit la vitesse de la source lumineuse ou de l'observateur lui-même. Ce second postulat semblait impossible, contradictoire avec tout ce que nous savons sur l'addition des vitesses. Si je suis dans un train qui roule à 100 km à l'heure et que j'allume une lampe de poche vers l'avant, la lumière ne devrait-elle pas voyager à la vitesse de la lumière, plus 100 km à l'heure par rapport au sol? Non, dit Einstein. La lumière voyage toujours exactement à la même vitesse, c'est quelle que soit la situation. Pour que ces deux postulats soient vrais en même temps, quelque chose d'autre devait céder. Et ce quelque chose, c'était notre conception du temps et de l'espace. Einstein a montré que si la vitesse de la lumière est vraiment constante pour tous les observateurs, alors le temps lui-même doit s'écouler différemment pour des observateurs en mouvement relatif. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une question de perception ou de mesure imparfaite. Le temps lui-même, le temps réel et physique, ralentit pour les objets en mouvement. Bon, laissez-moi vous expliquer cela avec une expérience de pensée, le genre d'expérience imaginaire qu'Einstein aimait utiliser pour explorer ces concepts. Imaginez une horloge très simple, composée d'un faisceau de lumière qui rebondit entre deux miroirs. À chaque fois que la lumière fait un aller-retour entre les miroirs, l'horloge fait tic. C'est une horloge parfaitement régulière, dont le rythme est déterminé par la vitesse de la lumière et la distance entre les miroirs. Maintenant, imaginez cette horloge à bord d'un vaisseau spatial qui passe devant vous à grande vitesse. Du point de vue de quelqu'un à bord du vaisseau, la lumière monte et descend verticalement entre les miroirs, exactement comme avant. Mais de votre point de vue, immobile sur Terre, la lumière doit parcourir un chemin en zigzag, car pendant que la lumière monte vers le miroir supérieur, le vaisseau s'est déplacé vers la droite, et pendant qu'elle redescend, il s'est déplacé encore plus. Le chemin de la lumière, vu de l'extérieur, est plus long. Voici le point crucial. La vitesse de la lumière est la même pour vous et pour l'observateur à bord du vaisseau. Elle ne peut pas être plus rapide pour compenser le chemin plus long. Si la lumière parcourt un chemin plus long à la même vitesse, alors elle doit prendre plus de temps pour faire l'aller-retour. Mais l'horloge à bord du vaisseau fait toujours tic à chaque aller-retour. Donc, du votre point de vue, l'horloge du vaisseau tourne plus lentement que votre propre horloge. Le temps passe plus lentement sur le vaisseau en mouvement. Ce n'est pas seulement cette horloge particulière qui ralentit. C'est tout le temps à bord du vaisseau. Les horloges mécaniques, les horloges atomiques, les processus biologiques, les pensées, les battements de cœur, tout. Si vous pouviez observer les passagers du vaisseau, vous les verriez se déplacer au ralenti, comme dans un film passé à vitesse réduite. Mais eux, de leur côté, ne remarqueraient rien d'anormal. Pour eux, le temps s'écoule normalement. C'est vous, l'observateur immobile, qui semblez accélérer de leur point de vue. Cette dilatation du temps, comme on l'appelle, n'est pas de la science-fiction. Elle a été mesurée et vérifiée de nombreuses façons. L'une des confirmations les plus élégantes vient des muons, ces particules subatomiques créées lorsque des rayons cosmiques frappent l'atmosphère terrestre. Les muons sont instables et se désintègrent très rapidement, avec une demi-vie d'environ 2 microsecondes. Étant donné leur vitesse et cette courte durée de vie,
les muons créés dans la haute atmosphère ne devraient pas pouvoir atteindre la surface de la Terre. Ils devraient se désintégrer bien avant, et pourtant, nous détectons des muons au niveau du sol en grande quantité. Comment est-ce possible? La réponse est la dilatation du temps. Les muons voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière, et à ces vitesses, le temps ralentit considérablement pour eux. De notre point de vue, leur durée de vie semble étendue, suffisamment pour qu'ils puissent traverser toute l'atmosphère. Du point de vue du muon, c'est plutôt la distance qui semble contractée, mais le résultat est le même. Ils atteignent le sol avant de se désintégrer. Une autre confirmation quotidienne de la dilatation du temps se trouve dans le système GPS, le Global Positioning System, qui permet à nos téléphones de nous localiser avec précision. Les satellites GPS orbitent autour de la Terre à grande vitesse, et les horloges atomiques qu'ils transportent subissent une légère dilatation du temps par rapport aux horloges au sol. De plus, un autre effet relativiste, cette fois lié à la relativité générale et à la gravité, affecte également ces horloges. Si les ingénieurs du GPS n'avaient pas pris en compte ces effets relativistes, le système accumulerait des erreurs de plusieurs kilomètres par jour. Le fait que le GPS fonctionne avec une précision de quelques mètres est une preuve quotidienne que la relativité est vraie. Reposons-nous un instant ici. Prenez une respiration profonde et laissez ces idées flotter doucement dans votre esprit. Le temps n'est pas absolu. Il ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. Plus vous vous déplacez rapidement, plus le temps ralentit pour vous par rapport à quelqu'un qui reste immobile. C'est un fait de notre univers, aussi réel que la gravité ou l'électromagnétisme. Les horloges en mouvement tournent plus lentement. Le temps lui-même est flexible, malléable, dépendant du mouvement. Imaginez maintenant ce qui se passe à mesure que la vitesse augmente. À des vitesses quotidiennes, l'effet est minuscule, négligeable. Même dans un avion de ligne volant à près de 1000 km à l'heure, la dilatation du temps est si petite qu'il faudrait des horloges atomiques pour la détecter. Mais à mesure que nous nous approchons de la vitesse de la lumière, l'effet devient de plus en plus prononcé. À 50% de la vitesse de la lumière, le temps ralentit d'environ 15%. À 90% de la vitesse de la lumière, le temps ralentit de plus de la moitié. À 99%, le temps ne passe qu'à environ 1/7 de sa vitesse normale. À 99,9%, le temps est ralenti d'un facteur d'environ 22. Et plus nous nous approchons de la vitesse de la lumière, plus ce facteur augmente, sans limite. C'est ici que nous commençons à entrevoir pourquoi les photons sont si spéciaux. Car les photons ne voyagent pas à 50 ou 90 ou même 99% de la vitesse de la lumière. Ils voyagent exactement à la vitesse de la lumière, 100%, pas un iota de moins. Et à cette vitesse précise, les équations de la relativité nous disent que la dilatation du temps devient infinie. Le temps s'arrête complètement. Mais n'allons pas trop vite. Nous avons établi que le temps ralentit avec la vitesse et que cet effet devient extrême à mesure que nous approchons de la vitesse de la lumière. Mais qu'est-ce qui fait que la vitesse de la lumière soit si spéciale? Pourquoi cette vitesse particulière est-elle la limite ultime de l'univers? Et pourquoi les photons peuvent-ils l'atteindre alors que rien d'autre ne le peut? Ce sont les questions
que nous explorerons ensuite, alors que nous nous enfonçons plus profondément dans les mystères de la lumière et du temps. Pour l'instant, reposez-vous avec cette vérité étrange mais merveilleuse. Le temps que vous expérimentez n'est pas le même que le temps qu'expérimente quelqu'un d'autre en mouvement par rapport à vous. L'univers ne possède pas d'horloge universelle qui dicte le rythme de tous les événements. Le temps est local, personnel, relatif. Et c'est cette flexibilité du temps qui, poussée à son extrême, donne aux photons leur caractère extraordinaire d'immortalité dans leur propre référentiel. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il existe une vitesse maximale dans l'univers? Pourquoi devrait-il y avoir une limite à la rapidité avec laquelle quelque chose peut se déplacer? Dans notre vie quotidienne, nous ne rencontrons jamais de telles limites. Si une voiture peut aller à 200 km à l'heure, une autre pourrait en théorie aller à 300, 400, 1000. Il suffit d'avoir un moteur plus puissant, de réduire les frottements, de construire une route plus droite. Rien ne semble fondamentalement empêcher d'aller plus vite, et pourtant, l'univers impose une limite absolue, la vitesse de la lumière. Rien ne peut voyager plus vite, et même atteindre cette vitesse est impossible pour tout objet possédant une masse. Ce n'est pas une limitation technologique que nous pourrions surmonter avec de meilleurs moteurs ou plus d'énergie. C'est une propriété fondamentale de la structure même de l'espace et du temps. Pour comprendre pourquoi, revenons à la relativité restreinte et à la relation entre énergie, masse et vitesse. Einstein a découvert que la masse d'un objet augmente avec sa vitesse. Pas sa masse au repos, qui reste constante, mais ce que les physiciens appellent parfois la masse relativiste ou l'inertie de l'objet. Plus un objet va vite, plus il est difficile de l'accélérer davantage, comme si sa résistance au changement de mouvement augmentait. Cette augmentation de la masse relativiste est décrite par le même facteur gamma qui décrit la dilatation du temps. À des vitesses faibles, l'effet est négligeable. Mais à mesure que la vitesse approche celle de la lumière, le facteur gamma augmente sans limite. À 90% de la vitesse de la lumière, un objet a une masse relativiste environ 2 fois et demi supérieure à sa masse au repos. À 99%, c'est environ 7 fois plus. À 99,9%, c'est plus de 20 fois plus. Et voici le problème. Pour accélérer un objet, il faut de l'énergie. Plus l'objet est massif, plus il faut d'énergie pour changer sa vitesse. À mesure que la masse relativiste augmente, il faut de plus en plus d'énergie pour gagner chaque petit incrément de vitesse supplémentaire. Et comme le facteur gamma approche l'infini à mesure que la vitesse approche c, l'énergie nécessaire pour atteindre la vitesse de la lumière serait infinie. C'est une impossibilité absolue. Aucune quantité finie d'énergie, aussi grande soit-elle, ne peut accélérer un objet avec une masse jusqu'à la vitesse de la lumière. Vous pourriez utiliser toute l'énergie de toutes les étoiles, de toutes les galaxies de l'univers observable, et ce ne serait toujours pas suffisant. La vitesse de la lumière est une limite asymptotique, quelque chose vers quoi on peut tendre mais qu'on ne peut jamais atteindre. Cette conclusion peut sembler décourageante, comme si l'univers nous enfermait dans une cage cosmique. Les étoiles sont si lointaines, les galaxies si inaccessibles, et nous ne pouvons jamais voyager assez vite pour les atteindre dans une vie humaine. Mais il y a une autre façon de voir les choses. La vitesse de la lumière n'est pas une prison, c'est une fenêtre.
Elle nous révèle la nature profonde de l'espace-temps, la façon dont la matière et l'énergie sont liées, la structure même de la réalité. Car la vitesse de la lumière n'est pas simplement la vitesse à laquelle la lumière se trouve voyager. C'est la vitesse à laquelle la causalité elle-même se propage. C'est la vitesse maximale à laquelle l'information peut passer d'un point à un autre dans l'univers. C'est, en quelque sorte, la vitesse de l'espace-temps lui-même. Einstein a exprimé cette idée d'une façon magnifique avec sa célèbre équation E égale mc². Cette équation nous dit que la masse et l'énergie sont équivalentes, convertibles l'une en l'autre. Le facteur de conversion est c², la vitesse de la lumière multipliée par elle-même. Cette équation révèle que c n'est pas simplement une vitesse comme les autres, mais une constante fondamentale qui relie les concepts les plus basiques de la physique: l'énergie, la masse, l'espace et le temps. Maintenant, pensons aux photons. Les photons sont différents de tous les autres objets que nous rencontrons dans la vie quotidienne, parce qu'ils n'ont pas de masse au repos. 0. Exactement 0. Un électron a une masse minuscule, mais réelle. Un atome d'hydrogène a une masse. Même les neutrinos, ces particules fantomatiques qui traversent des planètes entières sans interagir, ont une masse infime. Mais les photons n'ont strictement aucune masse. Cette absence de masse change tout. Rappelez-vous, l'énergie nécessaire pour accélérer un objet jusqu'à la vitesse de la lumière est infinie parce que sa masse relativiste devient infinie. Mais que se passe-t-il si la masse au repos est 0? Les mathématiques deviennent différentes. Un objet sans masse ne peut pas exister au repos, ne peut pas être accéléré depuis l'immobilité. Au lieu de cela, il doit toujours voyager exactement à la vitesse de la lumière. Les photons ne choisissent pas de voyager à la vitesse de la lumière. Ils n'accélèrent pas pour y arriver. Dès l'instant de leur création, dans le cœur d'une étoile, ou le filament d'une ampoule, ou l'écran de votre téléphone, ils voyagent instantanément à exactement c. C'est la seule vitesse possible pour eux. S'ils allaient plus lentement, ils devraient avoir une masse. S'ils allaient plus vite, ils violeraient les lois de la physique. La vitesse de la lumière n'est pas une limite pour les photons, c'est leur seule option. Donnons maintenant une réalité plus concrète à cette vitesse extraordinaire. 299 792 458 mètres par seconde. Ce nombre précis peut sembler arbitraire, mais il ne l'est pas. Dans le système international d'unité, le mètre lui-même est défini en termes de la vitesse de la lumière. 1 mètre est la distance que la lumière parcourt dans le vide en un 300 millionième de seconde environ. La vitesse de la lumière n'est donc pas mesurée, elle est fixée par définition. C'est notre unité de longueur qui s'ajuste. Mais que signifie cette vitesse en termes plus tangibles? Imaginons la lumière quittant notre Soleil. En environ 8 minutes, elle atteint la Terre. En environ 4 heures, elle dépasse l'orbite de Neptune. En un peu plus d'un jour, elle a parcouru plus de 25 milliards de kilomètres. Après un an, elle a voyagé presque 10 000 milliards de kilomètres, une distance que nous appelons une année-lumière. Cette unité, l'année-lumière, est merveilleusement poétique. Elle transforme le temps en espace, ou le space en temps, selon votre perspective. Quand nous disons que Proxima du Centaure est à 4 années-lumière de nous, nous disons aussi que la lumière de cette étoile met 4 ans à nous atteindre. La distance et le temps sont entrelacés
inséparables, unis par la constante. À l'échelle cosmique, même la vitesse de la lumière semble lente. Notre galaxie, la Voie lactée, s'étend sur environ 100 000 années-lumière de diamètre. Un photon mettrait 100 000 ans, selon nos horloges, pour traverser notre seule galaxie. Et l'univers observable s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Les distances sont si vastes que même la chose la plus rapide de l'univers semble ramper à travers le cosmos. Prenons un moment de respiration ici. Imaginez-vous flottant dans l'espace, quelque part entre les étoiles. Autour de vous, dans toutes les directions, des photons voyagent. Certains viennent du Soleil, d'autres de Proxima, du Centaure. D'autres encore de galaxies si lointaines que leur lumière voyage depuis des milliards d'années. Chacun de ces photons se déplace à exactement la même vitesse, la vitesse cosmique limite, la constante C. Ils portent l'énergie des étoiles, l'information sur l'univers, les couleurs et les formes que nos yeux transformeront en images. Et pour chacun d'eux, malgré les distances astronomiques parcourues, pas un instant ne s'écoule. Cette image, paisible et profonde, capture quelque chose d'essentiel sur la nature de notre cosmos. La lumière est le tissu qui relie tout, le messager universel, la constante qui unifie l'espace et le temps. Et cette constante, cette vitesse immuable, est la clé pour comprendre pourquoi les photons sont immortels dans leur propre référentiel. Mais nous n'avons pas encore tout à fait expliqué ce que signifie un référentiel et pourquoi nous devons être si prudents quand nous parlons du référentiel propre d'un photon. C'est une subtilité importante, une nuance que nous devons aborder avec honnêteté et clarté. Car la physique est autant une question de ce que nous ne pouvons pas dire que de ce que nous pouvons dire. Et comprendre les limites de nos concepts est aussi important que de comprendre les concepts eux-mêmes. Avant de plonger plus profondément dans la perspective du photon, nous devons nous arrêter pour comprendre un concept fondamental en physique. Le référentiel. Ce terme peut sembler technique, mais l'idée qu'il capture est intuitive et essentielle pour comprendre la relativité et tout ce qui en découle. Un référentiel est simplement un point de vue à partir duquel on observe et mesure les événements physiques. Imaginez que vous êtes assis dans un train en mouvement, regardant par la fenêtre. De votre point de vue, vous êtes immobile. C'est le paysage qui défile devant vous, les arbres, les maisons, les collines qui passent de droite à gauche. Mais pour quelqu'un debout à côté de la voie ferrée, c'est vous qui êtes en mouvement, emporté par le train à travers un paysage immobile. Qui a raison? Les deux. C'est le point crucial. Il n'y a pas de réponse absolue à la question de qui est en mouvement et qui est immobile. Le mouvement est toujours relatif, toujours défini par rapport à quelque chose d'autre. Votre référentiel, celui dans lequel vous êtes assis dans le train, est aussi valide que le référentiel de l'observateur sur le quai. Les lois de la physique fonctionnent de la même manière dans les deux référentiels. Ce principe de relativité, comme on l'appelle, remonte bien avant Einstein. Galilée l'avait déjà compris au XVIIe siècle. Si vous êtes dans la cabine d'un navire voguant en douceur sur une mer calme, sans regarder par le hublot, vous ne pouvez pas dire si le navire se déplace ou s'il est ancré. Aucune expérience physique réalisée à l'intérieur de la cabine ne peut révéler le mouvement du navire tant que ce mouvement est uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante en ligne droite.
Einstein a pris ce vieux principe et l'a étendu pour inclure la lumière. C'est ce qui distingue la relativité restreinte de la relativité galiléenne. Dans la physique de Galilée et de Newton, les vitesses s'additionnent simplement. Si vous lancez une balle vers l'avant à 10 mètres par seconde depuis un train qui roule à 20 mètres par seconde, la balle se déplace à 30 mètres par seconde par rapport au sol. Simple, intuitif et vrai pour la plupart des situations quotidiennes. Mais la lumière ne se comporte pas ainsi. Si vous allumez une lampe de poche vers l'avant depuis ce même train, la lumière ne voyage pas à la vitesse de la lumière, plus 20 mètres par seconde. Elle voyage exactement à la vitesse de la lumière, ni plus, ni moins, quel que soit le référentiel. C'est profondément contre-intuitif, mais c'est ce que les expériences nous montrent, encore et encore. Pour que cette constance de la vitesse de la lumière soit possible, quelque chose d'autre doit changer. Et ce quelque chose, comme nous l'avons vu, c'est le temps et l'espace eux-mêmes. Les horloges tournent différemment dans différents référentiels. Les longueurs se contractent. Ce qui est simultané dans un référentiel ne l'est pas nécessairement dans un autre. Le temps et l'espace deviennent relatifs, dépendants du référentiel, tandis que la vitesse de la lumière reste absolue. Maintenant, voici une question importante. Peut-on définir un référentiel pour un photon? Peut-on parler du point de vue de la lumière elle-même, du monde tel qu'il apparaît à un photon? La réponse courte est non, pas exactement. Et cette nuance est importante pour être honnête sur ce que la physique nous dit vraiment. Voici le problème. Un référentiel inertiel, le genre de référentiel dans lequel la relativité restreinte fonctionne, est un référentiel dans lequel un observateur hypothétique peut être au repos. Vous pouvez être au repos dans le train. Vous pouvez être au repos sur le quai. Vous pouvez être au repos dans un vaisseau spatial voyageant à 99% de la vitesse de la lumière. Tous ces référentiels sont valides. Mais vous ne pouvez pas être au repos si vous êtes un photon. Les photons voyagent toujours à la vitesse de la lumière dans tous les référentiels. Il n'existe pas de référentiel dans lequel un photon serait immobile. Si un tel référentiel existait, la lumière devrait être au repos dans ce référentiel, mais la lumière ne peut pas être au repos. C'est une contradiction logique au sein même de la théorie. Donc, strictement parlant, le référentiel propre d'un photon n'existe pas. C'est un concept qui ne fait pas sens dans le cadre mathématique de la relativité restreinte. Les physiciens qui sont très prudents sur le langage éviteront de parler de ce qu'un photon expérimente ou perçoit, parce que ces termes présupposent un référentiel valide. Mais, et c'est un mais important, nous pouvons faire quelque chose d'autre. Nous pouvons considérer ce qui arrive à mesure qu'un observateur hypothétique s'approche de la vitesse de la lumière. Nous pouvons suivre les équations jusqu'à leur limite. Et c'est ce que nous faisons quand nous disons que les photons sont immortels dans leur propre référentiel. Nous prenons les équations de la dilatation du temps et nous les extrapolons jusqu'à la vitesse c. Cette extrapolation nous dit quelque chose de significatif, même si elle ne décrit pas strictement un référentiel physique réel. Elle nous dit que, dans la limite où la vitesse approche c, le temps vécu approche 0. Elle nous dit que si nous pouvions, par quelque magie, nous placer dans la position d'un photon, nous verrions l'univers d'une façon radicalement différente, une façon où le temps n'existe pas.
C'est cette vérité limite que nous explorons dans ce documentaire. Pas une affirmation que les photons ont une conscience ou une expérience, pas une prétention que nous pouvons réellement adopter leur point de vue, mais une méditation sur ce que les mathématiques de la relativité impliquent quand nous les poussons à leur extrême. C'est une vérité poétique autant que physique, une façon de saisir intuitivement quelque chose qui dépasse notre expérience quotidienne. Pensez-y ainsi. Nous ne pouvons pas vraiment savoir ce que cela fait d'être une chauve-souris pour reprendre un célèbre problème philosophique. Leur mode de perception par écholocation est si différent du nôtre que nous ne pouvons pas vraiment l'imaginer de l'intérieur. De même, et bien plus radicalement encore, nous ne pouvons pas savoir ce que cela fait d'être un photon, si tant est que cela fasse quoi que ce soit. Mais nous pouvons utiliser les outils de la physique pour explorer les implications de leur mode d'existence, pour voir comment l'univers apparaîtrait si les règles qui gouvernent leur comportement étaient poussées à leur conclusion logique. Reposons-nous un moment avec cette distinction subtile. D'un côté, nous avons la rigueur mathématique de la relativité restreinte, qui nous dit qu'un référentiel du photon n'est pas bien défini. De l'autre côté, nous avons l'extrapolation intuitive et poétique qui nous dit que, dans un certain sens limite, le temps s'arrête pour la lumière. Les deux sont vrais, chacun à sa manière. La physique est assez grande pour contenir ces deux vérités, et les garder en équilibre est ce qui nous permet de parler de l'immortalité des photons sans faire de fausses affirmations. Les scientifiques qui ont développé ces idées, Einstein en tête, n'étaient pas gênés par ce genre de limites conceptuelles. Au contraire, ils les ont embrassées comme des sources de compréhension plus profondes. Les équations de la relativité nous montrent non seulement comment l'univers fonctionne dans les cas normaux, mais aussi ce qui se passe aux frontières, aux extrêmes, là où nos intuitions ordinaires cessent de fonctionner. Le référentiel, en fin de compte, est une façon de parler de la perspective, du point de vue, et la grande leçon de la relativité est que différentes perspectives sont également valides, même si elles semblent contradictoires. Vous, dans le train, et moi, sur le quai, nous avons tous deux raison sur qui est en mouvement. Nos horloges tournent différemment, et nous avons tous deux raison sur le temps. La réalité est assez vaste pour accommoder ces perspectives multiples, sans contradiction. Le cas du photon pousse cette idée à sa limite extrême. C'est une perspective qui ne peut pas vraiment être adoptée, un point de vue depuis lequel on ne peut pas vraiment voir. Et pourtant, ce point de vue impossible nous révèle quelque chose de vrai sur la nature de l'univers. Que le temps et l'espace sont plus étranges, plus flexibles, plus merveilleux que notre expérience quotidienne nous le laisse imaginer. Avec cette compréhension des référentiels en place, nous sommes maintenant prêts à explorer plus en détail ce que les mathématiques de la relativité nous disent sur la perspective du photon. Pas comme une description littérale d'une expérience, mais comme une fenêtre sur les profondeurs de la nature, du temps et de l'espace. Plongeons maintenant au cœur de notre sujet. Ce que les mathématiques de la relativité suggèrent sur la perspective du photon. Nous avons établi les bases nécessaires, la dilatation du temps, la vitesse de la lumière comme limite cosmique, les subtilités des référentiels. Maintenant, nous pouvons assembler ces pièces pour peindre une image de ce à quoi l'univers ressemblerait depuis la position d'un rayon de lumière, si une telle position était possible.
Commençons par l'équation centrale de la dilatation du temps. Dans la relativité restreinte, le temps propre d'un observateur, le temps tel qu'il l'expérimente réellement sur son horloge, est lié au temps mesuré par un observateur stationnaire par un facteur appelé gamma. Ce facteur gamma est égal à 1 divisé par la racine carrée de 1 moins v au carré, divisé par c au carré, où v est la vitesse de l'observateur en mouvement. Pour des vitesses faibles par rapport à la vitesse de la lumière, v au carré divisé par c au carré est un très petit nombre, presque 0. Donc gamma est presque égal à 1 et le temps propre est presque égal au temps de l'observateur stationnaire. C'est pourquoi nous ne remarquons jamais la dilatation du temps dans notre vie quotidienne. Mais regardez ce qui se passe à mesure que v approche c. Le terme v au carré divisé par c au carré approche 1. Donc 1 moins ce terme approche 0. Et 1 divisé par la racine carrée de quelque chose qui approche 0 approche l'infini. Gamma grandit sans limite. Et voici le point crucial. Le temps propre de l'observateur en mouvement est égal au temps de l'observateur stationnaire divisé par gamma. Si gamma devient infiniment grand, alors le temps propre devient infiniment petit. À la limite exacte où v égale c, le temps propre est 0. 0. Pas un temps très court, pas un instant infinitésimal, exactement 0. Pour un photon voyageant à la vitesse c, si nous pouvions appliquer ces équations à son cas, le temps ne s'écoulerait pas du tout. Un voyage de 4 années-lumière, comme de Proxima du Centaure à la Terre, prendrait 0 temps pour le photon. Un voyage de 2,5 millions d'années-lumière, comme de la galaxie d'Andromède jusqu'ici, prendrait également 0 temps. Un voyage de 13 milliards d'années-lumière depuis les galaxies les plus lointaines de l'univers observable prendrait exactement le même temps, 0. Tous les voyages, quelle que soit la distance, durent le même temps pour un photon. Aucun temps du tout. C'est une conclusion stupéfiante, presque impossible à intégrer intuitivement. Nous sommes tellement habitués à penser au temps comme quelque chose qui passe, quelque chose de linéaire et continu, quelque chose dont nous avons toujours plus ou moins. L'idée qu'une entité puisse exister en dehors de ce flux, pour qui la durée n'a simplement pas de sens, est profondément étrangère à notre expérience. Essayons d'imaginer ce que cela signifierait. Vous êtes un photon, né dans le cœur d'une étoile lointaine. Des réactions nucléaires fusionnent des atomes d'hydrogène, libérant de l'énergie sous forme de rayonnement gamma. Ce rayonnement est absorbé et réémis des milliards de fois alors qu'il se fraye un chemin depuis le centre de l'étoile vers sa surface, un voyage qui prend des centaines de milliers d'années selon les horloges de l'univers. Mais finalement, vous émergez libre, un photon de lumière visible s'élançant dans le vide interstellaire. De notre point de vue terrestre, vous voyagez pendant des années, des siècles, des millénaires. L'univers change autour de vous. Des civilisations naissent et s'effondrent sur des planètes lointaines. Des étoiles vieillissent et meurent. Des galaxies dérivent lentement les unes par rapport aux autres. Et pendant tout ce temps, vous, petit photon, voyagez fidèlement à travers le vide, portant votre petite charge d'énergie à travers les immensités cosmiques. Mais de votre point de vue, si un tel point de vue avait un sens, rien de tout cela ne se produit. Il n'y a pas de pendant. Il n'y a pas de voyage dans le temps. L'instant de votre création est l'instant où vous frappez une rétine humaine, ou un miroir de télescope, ou une feuille verte sur Terre. Ces 2 instants
sont le même instant. Pas séparés par des années, mais par 0 seconde. Pas deux événements distincts, mais un seul événement continu, ou peut-être un seul événement instantané. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons que les photons sont immortels dans leur propre référentiel. Non pas qu'ils vivent pour toujours dans notre temps, car ils peuvent certainement être absorbés et cesser d'exister en tant que photons individuels. Mais pendant tout le temps de leur existence, ils n'expérimentent pas le passage du temps. Ils sont, dans un sens très réel, en dehors du temps. Pensez aux implications de cela. La lumière qui atteint vos yeux en ce moment, provenant du soleil, ou d'une lampe ou d'un écran, n'a pas vieilli. Pas parce qu'elle est jeune en années, mais parce que le concept même d'âge ne s'applique pas à elle. Elle n'a pas expérimenté le passage des 8 minutes depuis le soleil, ou des nanosecondes depuis votre écran. Pour elle, il n'y a eu aucun passage. Et la lumière des étoiles que vous voyez la nuit, ces photons qui ont voyagé pendant des années, des décennies, des siècles, selon nos mesures, ils sont exactement aussi frais, aussi neufs, aussi non vieillis que le moment où ils ont été émis. Non pas qu'ils aient résisté au passage du temps, mais parce que, pour eux, il n'y a pas eu de passage à résister. Cette intemporalité donne à la lumière une qualité presque sacrée. Nous recevons des messagers de l'univers lointain, des porteurs d'informations sur des événements qui se sont produits il y a des éons. Et pourtant, ces messagers arrivent intacts, non transformés par leur voyage, aussi originaux que le moment de leur création. Ils sont des témoins parfaits, non altérés par le temps, parce qu'ils n'expérimentent pas le temps. Il y a un autre aspect de cette physique que nous n'avons pas encore mentionné, mais qui renforce cette image. Tout comme le temps se dilate pour les objets en mouvement rapide, l'espace se contracte. C'est ce qu'on appelle la contraction des longueurs, un effet prédit par les mêmes équations de la relativité restreinte. De votre point de vue, immobile sur Terre, un vaisseau spatial passant à grande vitesse semble raccourci dans la direction de son mouvement. Ce n'est pas une illusion optique, c'est une réalité physique. Les distances sont réellement plus courtes pour l'observateur en mouvement. Et comme pour la dilatation du temps, cet effet devient plus prononcé à mesure que la vitesse augmente. À la vitesse de la lumière, la contraction des longueurs devient totale. Toute distance dans la direction du mouvement se contracte à 0. Du point de vue hypothétique du photon, la distance entre son point de départ et son point d'arrivée est nulle. Il n'y a pas d'espace à traverser. Cela peut sembler contradictoire avec notre affirmation précédente. Comment peut-il y avoir un voyage s'il n'y a ni temps, ni distance? La réponse est que, du point de vue du photon, il n'y a pas vraiment de voyage. L'émission et l'absorption ne sont pas deux événements séparés dans l'espace et le temps. Ils sont, dans ce sens limite, le même événement. Les physiciens ont un terme technique pour cela. Ils disent que les photons voyagent le long de géodésiques nulles ou d'intervalles d'espace-temps nuls. Sans entrer dans les mathématiques complètes, cela signifie que la séparation entre deux points sur le trajet d'un photon, mesuré dans l'espace-temps quadridimensionnel de la relativité, est exactement 0. Pas petite, pas négligeable, mais exactement nulle. C'est une idée profonde et étrange. Dans notre expérience quotidienne, deux endroits différents sont toujours séparés par une certaine distance. Deux moments différents sont toujours séparés par un certain temps. Mais pour un photon, le point A et le point B, le moment T1 et
et le moment T2 ne sont pas séparés du tout. Ils sont connectés par un intervalle nul, une ligne dans l'espace-temps qui n'a pas de longueur propre. Prenons une pause maintenant, un moment pour laisser ces idées se déposer doucement dans votre esprit. Imaginez-vous la lumière traversant l'univers, voyageant entre les étoiles, portant l'information d'un coin du cosmos à un autre. Chaque photon sur son chemin nul, son intervalle zéro, connectant des points que nous voyons comme immensément séparés, mais qui sont, pour la lumière elle-même, le même point. L'émission est l'absorption. Le départ est l'arrivée. Le commencement est la fin. Il y a quelque chose de presque mystique dans cette vision, même si elle émerge de la physique la plus rigoureuse. La lumière comme un fil qui coude l'univers ensemble, reliant le passé au futur, le lointain au proche, sans jamais expérimenter la séparation qu'elle transcende. C'est une image à méditer, à laisser flotter dans la conscience comme on contemple les étoiles elles-mêmes. Mais restons aussi ancrés dans la science. Ce que nous décrivons n'est pas de la métaphysique ou de la poésie pure. C'est ce que les équations de la relativité restreinte, testées et vérifiées des millions de fois, nous disent sur la nature de la lumière. C'est une vérité physique, aussi solide que la gravité ou l'électromagnétisme, même si elle défie notre intuition. Les photons sont immortels dans leur propre référentiel, non pas parce qu'ils possèdent quelque élixir magique de vie éternelle, mais parce que le temps, cette chose qui fait vieillir et mourir tout le reste, n'existe pas pour eux. Ils sont en dehors du temps, non pas métaphoriquement, mais littéralement, dans la mesure où nous pouvons appliquer cette idée. Leur immortalité est une conséquence de leur nature même, de leur absence de masse, de leur vitesse invariable, de leur place unique dans la structure de l'univers. Et maintenant que nous comprenons cette vérité extraordinaire en termes théoriques, suivons des photons dans leur voyage réel à travers le cosmos. Quittons les équations et les expériences de pensée pour un moment, et accompagnons la lumière elle-même dans son périple depuis les fournaises stellaires jusqu'aux yeux qui la reçoivent. La vie d'un photon, si nous pouvons utiliser ce terme pour une entité qui n'expérimente pas le temps, est une histoire qui traverse des échelles cosmiques inimaginables. Suivons quelques photons particuliers dans leur voyage, en gardant à l'esprit la double perspective que nous avons développée. Le temps long mesuré par nos horloges et l'absence totale de temps du point de vue du photon lui-même. Commençons avec le photon le plus familier de tous, un photon de lumière solaire. Son histoire commence au cœur même du Soleil, dans une région appelée le noyau, où les températures atteignent 15 millions de degrés Celsius et où la pression est si intense qu'elle force les atomes d'hydrogène à fusionner ensemble. Dans cette fournaise, 4 noyaux d'hydrogène se combinent pour former un noyau d'hélium, et cette transformation libère une quantité d'énergie correspondant à la différence de masse entre les réactifs et les produits, conformément à la célèbre équation d'Einstein. Cette énergie émerge principalement sous forme de rayons gamma, des photons de très haute énergie, bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Mais le voyage de ce photon vers l'extérieur du Soleil est extraordinairement tortueux. Le noyau solaire est si dense que le photon ne peut pas voyager en ligne droite. Il est absorbé par un atome, puis réémis dans une direction aléatoire, puis absorbé à nouveau, puis réémis encore. Ce processus de diffusion se répète des milliards et des milliards de fois.
Les physiciens estiment qu'un photon met en moyenne entre 10 000 et 170 000 ans pour se frayer un chemin du cœur du Soleil jusqu'à sa surface, une distance d'environ 700 000 kilomètres. C'est un temps étonnamment long pour parcourir une distance relativement courte, compte tenu de la vitesse de la lumière. Mais souvenez-vous, le photon ne voyage pas en ligne droite. Il zigzague de façon aléatoire, absorbé et réémis constamment. C'est ce qu'on appelle une marche aléatoire, et elle est extrêmement inefficace pour parcourir de grandes distances. De plus, chaque fois qu'un photon est absorbé et réémis, ce n'est pas vraiment le même photon qui continue. C'est un nouveau photon créé par l'atome qui a absorbé l'ancien. Donc, en un sens, le photon qui finit par émerger de la surface du Soleil n'est pas le même photon qui a été créé dans le noyau. C'est son descendant, portant une partie de la même énergie, mais ayant passé par d'innombrables générations. Finalement, ce photon descendant atteint la surface du Soleil, la photosphère. Ici, la densité est suffisamment faible pour que le photon puisse s'échapper dans l'espace. Et à cet instant, il se met à voyager à la vitesse de la lumière à travers le vide, comme tous les photons le font. Maintenant, regardons ce voyage depuis deux perspectives. De notre point de vue sur Terre, le photon met environ 8 minutes et 20 secondes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil. Il traverse l'espace interplanétaire, passant peut-être près de Vénus ou de Mercure, évitant les astéroïdes et les comètes, pour finalement atteindre notre atmosphère et descendre jusqu'à la surface. Ce photon qui atteint votre fenêtre ce matin a été en voyage pendant 8 minutes. Si quelque chose arrivait au Soleil en ce moment même, nous ne le saurions pas avant 8 minutes, le temps que la lumière portant cette information nous parvienne. C'est le délai cosmique, le prix à payer pour les vastes distances de l'espace. Mais, du point de vue du photon, combien de temps a duré ce voyage? 0. Exactement 0. Le moment où il a quitté la surface du Soleil et le moment où il a frappé votre fenêtre sont, pour lui, le même moment. Les 8 minutes et 20 secondes que nous mesurons n'existent pas dans son expérience. Il est né à la surface du Soleil et est mort en touchant votre fenêtre, et entre les deux, il n'y a eu aucun temps. Considérons maintenant un voyage plus long. Un photon quitte Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre Soleil, à environ 4 années-lumière de distance. De notre point de vue, ce photon voyage pendant plus de 4 ans avant d'atteindre nos télescopes. Quand nous regardons Proxima du Centaure dans le ciel nocturne, nous voyons l'étoile telle qu'elle était il y a plus de 4 ans. La lumière que nous recevons maintenant a été émise quand vous aviez 4 ans de moins. Mais pour le photon lui-même, le même 0. Les 4 années et 3 mois que nous mesurons sont tout aussi inexistantes pour lui que les 8 minutes depuis le Soleil. Son émission et son absorption sont le même événement, séparés par un intervalle nul dans l'espace-temps. Allons encore plus loin. La galaxie d'Andromède, notre grande voisine galactique, est à environ 2,5 millions d'années-lumière. La lumière que nous recevons d'Andromède maintenant a été émise quand nos ancêtres hominidés commençaient à marcher debout sur les plaines africaines. Des civilisations entières ont pu naître et mourir sur des planètes d'Andromède pendant que cette lumière voyageait vers nous. L'univers entier a changé de façon inimaginable pendant ce trajet de 2,5 millions d'années. Et pourtant,
Pour les photons eux-mêmes, rien de tout cela ne s'est passé. Ils n'ont pas expérimenté ces 2,5 millions d'années. Pour eux, Andromède et la Terre sont connectés par un instant, par un non-temps, par un zéro temporel qui transcende notre conception de la durée. Et que dire des photons les plus anciens que nous pouvons détecter? Le fond diffus cosmologique, cette lueur micro-ondes qui remplit l'univers entier, est composé de photons émis environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les protons et forment des atomes neutres. Avant ce moment, l'univers était une soupe opaque de particules chargées. Après, il est devenu transparent et la lumière a pu voyager librement. Ces photons primordiaux ont voyagé pendant plus de 13 milliards d'années selon nos horloges. Ils ont vu, si nous pouvons utiliser ce mot, l'univers passer de sa jeunesse brûlante à sa maturité actuelle. Ils ont été témoins de la formation des premières étoiles, des premières galaxies, de l'évolution cosmique à grande échelle. Mais ont-ils vraiment vu tout cela? Non, pas du tout. Pour ces photons, les 13 milliards d'années n'existent pas. Leur émission dans l'univers jeune et leur absorption par nos détecteurs aujourd'hui sont le même événement. Ils connectent le passé lointain au présent par un fil de non-temps, un intervalle nul qui traverse toute l'histoire cosmique. C'est vertigineux à contempler. Ces photons du fond diffus cosmologique sont les messagers les plus anciens que nous puissions recevoir, portant des informations sur l'univers tel qu'il était seulement quelques centaines de milliers d'années après sa naissance. Et pourtant, pour eux, il n'y a eu aucun voyage, aucune attente, aucune traversée des éons. Ils arrivent aussi frais que s'ils venaient d'être émis, parce que pour eux, ils viennent d'être émis. Prenons un moment de respiration maintenant. Imaginez-vous entouré par cette lumière ancienne, le fond diffus cosmologique qui remplit l'univers entier. Elle est partout, dans toutes les directions, une lueur faible que nos yeux ne peuvent pas voir, mais que nos instruments détectent clairement. Chaque centimètre cube de l'espace est baigné par environ 400 de ces photons primordiaux. Ils sont les vestiges de la première lumière, les témoins du matin cosmique. Et ils sont intemporels. Ils portent les informations de l'aube de l'univers à travers un non-voyage, une connexion instantanée entre le passé, le plus lointain, et le présent immédiat. Ils sont, dans le sens le plus profond, immortels, non pas parce qu'ils ont survécu aux âges, mais parce qu'ils existent en dehors des âges. Cette perspective change notre façon de voir la lumière des étoiles. Quand vous regardez le ciel nocturne et voyez les points lumineux des étoiles lointaines, vous ne recevez pas simplement des informations sur le passé. Vous êtes connecté au passé par des fils de non-temps, par des photons qui ont transcendé les années et les siècles pour vous atteindre sans avoir vieilli d'un instant. La lumière est le lien entre les temps et les lieux de l'univers, un lien qui n'expérimente pas lui-même la séparation qu'il transcende. C'est à la fois poétique et scientifiquement exact. C'est la nature de la réalité révélée par les équations de la relativité, confirmée par d'innombrables expériences, présentes dans chaque rayon de lumière qui touche vos yeux. Pensez maintenant au voyage inverse. Un photon émis par votre lampe de chevet à l'instant où vous lisez ces mots. Ce photon voyage vers l'extérieur, quitte votre pièce, traverse l'atmosphère, s'échappe dans l'espace.
Peut-être est-il absorbé par un grain de poussière interstellaire, ou peut-être voyage-t-il pendant des millions d'années jusqu'à atteindre une autre galaxie. Si ce photon n'est jamais absorbé, s'il voyage indéfiniment à travers l'univers en expansion, combien de temps voyagera-t-il? Potentiellement, pour toute l'éternité future de l'univers. Des milliards et des milliards d'années selon nos horloges, peut-être littéralement, éternellement, si l'univers ne finit jamais. Et pourtant, pour ce photon, pas un instant ne passera. Son immortalité n'est pas une durée infinie, mais une absence totale de durée. C'est peut-être l'idée la plus étrange de toutes, qu'un photon puisse exister pour toujours selon notre mesure du temps, et pourtant n'expérimenter aucun temps du tout, que les éternités que nous imaginons, les milliards d'années qui s'écoulent, ne soient qu'une perspective parmi d'autres, et qu'il existe une autre perspective où ces éternités sont compressées en un instant qui n'est pas un instant. Les photons ne sont pas seulement des messagers de l'univers, ils sont des fenêtres sur une réalité où le temps lui-même est transcendé. Leur immortalité n'est pas un pouvoir magique, mais une conséquence directe de la nature, de l'espace-temps, de la constante C, de l'absence de masse. Ils existent dans un état que nous ne pouvons qu'imaginer, décrire mathématiquement, contempler avec émerveillement. Nous avons exploré la physique des photons et du temps, mais n'oublions pas que ces idées ne sont pas tombées du ciel. Elles sont le fruit du travail de générations de scientifiques, de penseurs qui ont observé, questionné, calculé et osé imaginer que l'univers pouvait fonctionner de manière radicalement différente de nos intuitions quotidiennes. L'histoire de notre compréhension de la lumière est l'une des plus riches de toute la science, remontant à l'Antiquité et se poursuivant jusqu'à aujourd'hui. Permettez-moi de vous la raconter, non pas comme une chronologie sèche de dates et de noms, mais comme une aventure humaine, une quête de compréhension qui a transformé notre vision de l'univers. Les anciens Grecs étaient déjà fascinés par la lumière. Empédocle, au 5e siècle avant notre ère, pensait que des feux brillaient à l'intérieur de nos yeux et que ces feux envoyaient des rayons qui touchaient les objets, nous permettant de les voir. Platon avait une idée similaire. Mais Aristote a critiqué cette théorie. Si nos yeux émettaient de la lumière, pourquoi ne pouvons-nous pas voir dans l'obscurité totale? Les scientifiques arabes du Moyen-Âge ont fait des progrès cruciaux. Ibn al-Haytham, qui vécut au Caire au XIe siècle, est souvent considéré comme le père de l'optique moderne. Il a compris que la lumière voyage des objets vers nos yeux, et non l'inverse. Il a étudié la réflexion et la réfraction, les miroirs et les lentilles, avec une rigueur expérimentale remarquable pour son époque. Ces travaux ont influencé tous les scientifiques européens qui ont suivi. Au XVIIe siècle, le débat sur la nature de la lumière a pris une nouvelle tournure. Isaac Newton, le géant de la physique classique, pensait que la lumière était composée de minuscules particules qu'il appelait corpuscules. Cette théorie expliquait bien la propagation en ligne droite de la lumière et la formation des ombres nettes. Mais Christian Huygens, un contemporain néerlandais de Newton, était convaincu que la lumière était une onde, comme le son ou les vagues sur l'eau. Le débat entre ces deux visions a duré plus d'un siècle. Au début du XIXe siècle, Thomas Young et Augustin Fresnel ont réalisé des expériences qui semblaient trancher définitivement en faveur des ondes. L'expérience des fentes de Young
où la lumière passant par deux fentes étroites crée un motif d'interférence sur un écran, ne pouvait s'expliquer que si la lumière était une onde. Les ondes de deux sources peuvent se renforcer ou s'annuler, créant des bandes claires et sombres. Les particules ne pourraient pas faire cela. Et puis James Clerk Maxwell a unifié tout. Dans les années 1860, ce physicien écossais a développé un ensemble d'équations qui décrivaient l'électricité et le magnétisme comme deux aspects d'un même phénomène. Et ces équations prédisaient l'existence d'ondes électromagnétiques se propageant à une vitesse précise, qui s'est avérée être exactement la vitesse de la lumière. Maxwell a compris que la lumière elle-même était une onde électromagnétique, une oscillation de champs électriques et magnétiques se propageant dans l'espace. C'était un triomphe de la physique théorique. L'optique, l'électricité et le magnétisme, trois domaines qui semblaient distincts, étaient maintenant unis en une seule théorie. Et les équations de Maxwell prédisaient que ces ondes voyageaient toujours à la même vitesse, c, indépendamment du mouvement de la source. Mais cette prédiction posait un problème. Si la lumière est une onde, dans quoi se propage-t-elle? Les ondes sonores se propagent dans l'air. Les vagues se propagent dans l'eau. Mais la lumière voyage dans le vide de l'espace, où il n'y a rien. Les physiciens de l'époque ont postulé l'existence d'un milieu appelé éther, une substance invisible et imperceptible qui remplirait tout l'espace et servirait de support à la propagation des ondes lumineuses. L'expérience de Michelson et Morley en 1887 était destinée à détecter cet éther. Si la Terre se déplace à travers l'éther, alors la vitesse de la lumière devrait être légèrement différente selon la direction. Mais l'expérience n'a rien trouvé. La vitesse de la lumière était la même dans toutes les directions, comme si l'éther n'existait pas ou comme si la Terre était toujours immobile par rapport à lui. C'est ce résultat troublant qui a conduit aux travaux de Lorentz, Poincaré et finalement Einstein. Lorentz a développé des équations qui décrivaient comment les longueurs et les temps devaient se transformer pour expliquer le résultat négatif de Michelson-Morley. Poincaré a exploré les implications philosophiques de ces transformations. Mais c'est Einstein qui a eu l'audace de rejeter complètement l'éther et de reconstruire la physique à partir de deux postulats simples. Einstein avait 26 ans quand il a publié son article sur la relativité restreinte en 1905. Il travaillait comme expert technique de 3e classe au bureau des brevets de Berne, en Suisse. C'était un poste modeste, mais il lui laissait du temps pour réfléchir aux grandes questions de la physique. Et réfléchir, c'est ce qu'Einstein faisait mieux que quiconque. La méthode d'Einstein était l'expérience de pensée. Il imaginait des situations idéalisées et en tirait des conclusions logiques. L'une de ses expériences de pensée les plus célèbres concernait la lumière. Il se demandait ce qui arriverait s'il pouvait poursuivre un rayon de lumière, aller de plus en plus vite jusqu'à le rattraper. Qu'est-ce qu'il verrait? Un champ électromagnétique, oscillant mais stationnaire. Mais les équations de Maxwell ne permettaient pas une telle chose. Les ondes électromagnétiques devaient se propager à la vitesse c, pas rester immobiles. Cette contradiction a conduit Einstein à une conclusion radicale. Il est impossible de rattraper un rayon de lumière. La lumière voyage toujours à la même vitesse par rapport à vous, quelle que soit votre propre vitesse. Et si c'est vrai, alors le temps et l'espace doivent se transformer de manière à préserver cette constance. Le résultat a été la relativité restreinte
avec ses prédictions étonnantes de dilatation du temps, de contraction des longueurs et d'équivalence masse-énergie. Ces prédictions ont été testées et confirmées d'innombrables fois depuis lors. La relativité n'est plus une hypothèse audacieuse, mais un pilier de la physique moderne. Aussi solidement établi que la mécanique de Newton ou la thermodynamique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, Einstein a étendu sa théorie pour inclure la gravité, créant la relativité générale. Et parallèlement, une autre révolution se préparait, la mécanique quantique. Au début du XXe siècle, les physiciens ont découvert que la lumière, malgré son comportement ondulatoire évident, avait aussi des propriétés de particules. Max Planck a montré que l'énergie lumineuse était quantifiée, émise et absorbée en paquets discrets. Einstein lui-même a expliqué l'effet photoélectrique en proposant que la lumière était composée de quanta, d'énergie, ce que nous appelons maintenant des photons. C'était un retour inattendu à l'idée corpusculaire de Newton, mais avec une différence cruciale. Les photons n'étaient pas comme les petites billes imaginées par Newton. Ils étaient des entités quantiques, obéissant à des règles probabilistes, capables de se comporter tantôt comme des ondes, tantôt comme des particules, selon la façon dont on les observe. Cette dualité onde-particule est l'un des mystères les plus profonds de la physique moderne. La lumière n'est ni purement une onde, ni purement une particule. Elle est quelque chose de plus subtil, quelque chose pour quoi notre langage quotidien n'a pas de mots adéquats. Les équations de la mécanique quantique la décrivent parfaitement, mais notre intuition peine à l'imaginer. Tous ces scientifiques, Empédocle et Ibn al-Haytham, Newton et Huygens, Maxwell et Einstein, Planck et Bohr, ont contribué à notre compréhension actuelle de la lumière. Chacun a ajouté une pièce au puzzle, a corrigé des erreurs antérieures, a ouvert de nouvelles questions. La science est une entreprise collective, s'étendant sur des siècles et des continents, construisant patiemment notre compréhension de l'univers. Et ce qui est remarquable, c'est que cette compréhension n'est pas terminée. Les physiciens aujourd'hui continuent d'explorer les mystères de la lumière, cherchant à unifier la relativité et la mécanique quantique, explorant les comportements exotiques de la lumière dans des conditions extrêmes. La quête, qui a commencé avec les premiers penseurs humains regardant le ciel, se poursuit, aussi vivante et excitante que jamais. Reposons-nous un moment avec cette histoire. Les vérités que nous avons explorées dans ce documentaire, la dilatation du temps, l'immortalité des photons dans leur propre référentiel, la constante C comme limite cosmique, ne sont pas des abstractions tombées du ciel. Elles sont le fruit du travail d'innombrables esprits curieux, d'expériences patientes, de calculs rigoureux. Elles sont un héritage humain, une lumière que nous avons allumée pour éclairer les mystères de l'univers. Et chaque fois que vous voyez la lumière du soleil filtrer à travers une fenêtre, ou que vous contemplez les étoiles dans un ciel nocturne, vous êtes connecté à cette longue histoire de découverte. Vous voyez ce que Maxwell a décrit, ce qu'Einstein a expliqué, ce que des générations de physiciens ont sondé et compris. La lumière qui touche vos yeux porte en elle les secrets de l'univers, et nous avons appris, lentement et patiemment, à lire ces secrets. Maintenant que nous comprenons la physique et l'histoire derrière l'immortalité des photons, élargissons notre regard pour contempler ce que tout cela signifie pour notre compréhension de l'univers dans son ensemble. Car la lumière n'est pas simplement un phénomène intéressant parmi d'autres,
Elle est la clé qui ouvre les portes du cosmos. Commençons par une observation fondamentale. Presque tout ce que nous savons sur l'univers, au-delà de notre propre planète, nous vient par la lumière. Les sondes spatiales ont visité quelques planètes et lunes de notre système solaire, et nous avons ramené des échantillons de la Lune et de quelques astéroïdes. Mais au-delà de notre voisinage immédiat, la lumière est notre seul messager. Quand nous regardons une étoile à travers un télescope, nous ne voyons pas l'étoile elle-même. Nous voyons les photons qui ont été émis par cette étoile, qui ont voyagé à travers l'espace et qui ont finalement atteint notre instrument. Toute notre connaissance de cette étoile, sa température, sa composition chimique, sa taille, sa distance, sa vitesse de déplacement, provient de l'analyse de ces photons. C'est une situation remarquable. Nous ne pouvons pas toucher les étoiles, ne pouvons pas les sentir, ne pouvons pas entendre leur son. Nous ne pouvons que voir leur lumière, analyser cette lumière avec une précision extraordinaire et en déduire les propriétés de ces objets lointains. La lumière est notre unique fenêtre sur le cosmos. Et voici où l'immortalité des photons dans leur propre référentiel prend une signification cosmique profonde. Ces messagers qui nous apportent des nouvelles de l'univers lointain ne sont pas altérés par leur voyage. Ils ne vieillissent pas, ne se dégradent pas, ne perdent pas d'informations. Un photon émis par une étoile à des millions d'années-lumière arrive sur notre détecteur exactement aussi intact que le moment où il a été émis. Bien sûr, la lumière peut être absorbée ou diffusée par la matière qu'elle rencontre en chemin. La poussière interstellaire peut bloquer certaines longueurs d'onde. Les nuages de gaz peuvent absorber et réémettre la lumière. Mais dans le vide de l'espace, un photon voyage sans se transformer, sans perdre son identité, sans vieillir. C'est ce qui rend l'astronomie possible. Si les photons changeaient pendant leur voyage, si les informations qu'ils portent se dégradaient avec le temps, nous ne pourrions pas faire confiance à ce que nos télescopes nous montrent. Mais parce que les photons sont intemporels, parce qu'ils n'expérimentent pas le passage du temps, les messages qu'ils portent restent intacts à travers les éons. Considérons ce que cela signifie pour notre compréhension de l'histoire cosmique. Quand nous observons des galaxies lointaines, nous regardons littéralement dans le passé. Une galaxie à 1 milliard d'années-lumière de distance nous apparaît telle qu'elle était il y a 1 milliard d'années, parce que c'est le temps qu'il a fallu à sa lumière pour nous atteindre. Plus nous regardons loin dans l'espace, plus nous regardons loin dans le temps. Les télescopes les plus puissants peuvent détecter des galaxies dont la lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Ces galaxies existaient quand l'univers était jeune, quand les premières étoiles commençaient à s'allumer. En les observant, nous voyons l'univers tel qu'il était dans sa jeunesse, à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. C'est extraordinaire. Nous pouvons étudier l'histoire de l'univers, non pas en fouillant des archives ou en déterrant des fossiles, mais simplement en regardant suffisamment loin. L'univers lui-même est une archive, et la lumière est le moyen par lequel nous lisons cette archive. Et le fond diffus cosmologique dont nous avons parlé plus tôt est le chapitre le plus ancien de cette archive que nous pouvons lire. Ces photons micro-ondes qui remplissent l'univers ont été émis environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers est devenu transparent pour
pour la première fois. Il nous montre l'univers tel qu'il était à cette époque lointaine, un océan de plasma chaud commençant tout juste à se refroidir. Les variations minuscules, dans le fond diffus cosmologique, des différences de température d'à peine quelques 100 millièmes de degré nous révèlent les germes de structures qui allaient devenir les galaxies, les amas de galaxies et toute la structure à grande échelle de l'univers. Ces petites fluctuations dans la lumière la plus ancienne sont les empreintes digitales du Big Bang lui-même et ces photons primordiaux qui ont voyagé pendant plus de 13 milliards d'années selon nos horloges. Pour eux, ce voyage n'a duré aucun temps. Il connecte l'aube de l'univers à aujourd'hui par un fil de non-temps, un intervalle nul qui transcende toute notre histoire cosmique. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette pensée. Nous sommes connectés aux premiers instants de l'univers par des messagers intemporels, des photons qui portent les signatures de la création elle-même. Ces signatures nous parviennent intactes, non altérées par les éons, aussi fraîches que le matin cosmique où elles ont été inscrites. L'univers observable, cette bulle de cosmos que nous pouvons potentiellement voir, est définie par la lumière. Son bord n'est pas un mur physique, mais un horizon temporel, le point au-delà duquel la lumière n'a pas encore eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Au fur et à mesure que le temps passe, cet horizon recule et nous pouvons voir plus loin, mais nous ne pouvons jamais voir au-delà de l'âge de l'univers lui-même. Et cet univers observable est tissé de lumière. Chaque objet que nous voyons, chaque étoile et chaque galaxie, chaque nuage de gaz et chaque grain de poussière est connecté à nous par des photons qui ont fait leur voyage intemporel à travers le vide. La lumière est le tissu conjonctif du cosmos, le réseau de connexion qui nous lie à tout ce que nous pouvons connaître. Pensez aux implications pour notre sens de la connexion cosmique. Vous êtes assis chez vous, peut-être fatigué, peut-être détendu, écoutant ces mots. Et pourtant, vous êtes connecté à l'univers entier par la lumière. Chaque photon qui atteint vos yeux est un messager d'ailleurs, un visiteur venu de distance et de temps inimaginables. Et ces messagers arrivent intacts, non vieillis, portant fidèlement les informations qui leur ont été confiées. La lumière des étoiles que vous voyez la nuit a peut-être voyagé pendant des siècles pour vous atteindre. Et pourtant, pour elle, ce voyage n'a pas duré du tout. Elle arrive aussi fraîche que le moment de son émission, connectant votre moment présent à des instants lointains dans le passé cosmique par des fils de non-temps. C'est une forme de connexion que nous comprenons rarement dans notre vie quotidienne. Nous sommes habitués à penser à la communication comme quelque chose qui prend du temps, à la distance comme quelque chose qui sépare. Mais la lumière nous offre un autre type de connexion, une connexion qui transcende le temps du point de vue du messager, même si elle s'étend sur des éons d'une autre. Prenons une pause contemplative ici. Fermez les yeux un moment si vous le souhaitez et imaginez-vous l'univers comme un vaste réseau de lumière. Des photons voyageant dans toutes les directions, émis par des trillions d'étoiles, portant des informations à travers les abîmes de l'espace. Chaque photon sur son chemin intemporel, connectant des points de l'espace-temps par des intervalles nuls. L'univers entier cousu ensemble par ces fils de lumière immortels. C'est une image belle et vraie. Elle capture quelque chose d'essentiel sur la nature
de notre cosmos, sur notre place dans ce cosmos, sur la façon dont nous connaissons et sommes connectés à tout ce qui existe au-delà de notre petite planète bleue. Et c'est une image qui émerge directement de la physique, de ces équations que des esprits humains ont découvertes en contemplant la nature de la lumière et du temps. La beauté et la vérité sont entrelacées ici, comme elles le sont si souvent dans la meilleure science. Nous avons voyagé à travers les royaumes de la physique et de l'histoire, à travers les échelles cosmiques et les profondeurs du temps. Nous avons exploré ce que signifie pour un photon d'être immortel dans son propre référentiel et ce que cela implique pour notre compréhension de l'univers. Maintenant, alors que ce documentaire touche à sa fin, permettez-moi de rassembler les fils de notre exploration et de vous laisser avec quelques pensées finales à contempler pendant que vous vous reposez. La lumière est la chose la plus commune et la plus extraordinaire de l'univers. Elle remplit nos jours et illumine nos nuits. Elle nous permet de voir, de connaître, de nous connecter au monde qui nous entoure. Et pourtant, derrière cette familiarité se cache une nature profondément étrange, révélée par la physique du XXe siècle. Les photons, ces quanta de lumière, voyagent toujours exactement à la vitesse c, la limite cosmique de l'univers. À cette vitesse, selon les équations de la relativité restreinte, le temps s'arrête complètement. Pour un photon, quelle que soit la distance qu'il parcourt selon nos mesures, aucun temps ne s'écoule. 0 seconde, 0 instant, 0 durée. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons que les photons sont immortels dans leur propre référentiel. Non pas qu'ils vivent éternellement dans notre temps, mais qu'ils existent en dehors du temps tel que nous le connaissons. Leur immortalité n'est pas une durée infinie, mais une absence totale de durée. Cette vérité émerge des mathématiques de la relativité, mais nous devons être prudents dans notre langage. Un photon n'a pas véritablement un référentiel propre au sens strict de la physique. Nous ne pouvons pas définir de manière cohérente un référentiel dans lequel le photon serait au repos. Ce que nous décrivons est ce que les équations impliquent dans la limite où la vitesse approche c, une extrapolation plutôt qu'une description directe. Mais cette extrapolation nous dit quelque chose de profond et de vrai sur la nature de la lumière et du temps. Elle nous dit que le temps n'est pas absolu, qu'il ne s'écoule pas de la même manière pour tous les observateurs. Elle nous dit que la vitesse de la lumière n'est pas simplement une vitesse rapide, mais une propriété fondamentale de l'espace-temps lui-même. Elle nous dit que l'univers est plus étrange, plus merveilleux, plus subtil que nos intuitions quotidiennes ne le suggèrent. La lumière que vous voyez en ce moment, qu'elle vienne du soleil, ou d'une lampe, ou d'un écran, est composée de particules qui n'expérimentent pas le temps. Chaque photon qui touche vos yeux est un messager intemporel, un visiteur d'un royaume où la durée n'a pas de sens. C'est une pensée étrange à contempler, et pourtant, c'est la réalité physique révélée par nos meilleures théories. Et la lumière des étoiles que vous voyez la nuit, ces photons qui ont voyagé pendant des années, des siècles, des millénaires, selon nos horloges, arrivent aussi frais que le moment de leur émission. Non pas parce qu'ils ont résisté au passage du temps, mais parce que pour eux, il n'y a pas eu de passage à résister. Ils sont nés et arrivent dans le même instant intemporel, connectant des points de l'espace-temps que nous voyons comme immensément séparés, mais qui sont, pour la lumière elle-même, le même point. Les scientifiques qui ont découvert ces vérités, Einstein en tête,
nous ont donné un cadeau extraordinaire. Ils nous ont montré que l'univers est plus grand, plus profond, plus mystérieux que nous ne l'imaginions. Ils nous ont montré que le temps et l'espace sont malléables, que la vitesse de la lumière est une fenêtre sur la structure fondamentale de la réalité. Ils nous ont donné les outils pour comprendre notre place dans ce cosmos étrange et merveilleux. Et maintenant, alors que vous vous reposez, peut-être sur le point de vous endormir, laissez ces idées flotter doucement dans votre conscience. La lumière qui remplit le monde, si familière et si extraordinaire. Les photons intemporels qui voyagent à travers le cosmos, connectant le passé au présent, le lointain au proche. L'univers tissé de fils de lumière immortels, un réseau de connexions qui transcende le temps. Vous êtes fait de matière qui a été forgée dans les cœurs des étoiles, dispersée par des supernovas, rassemblée par la gravité pour former notre planète et tout ce qui y vit. Et vous êtes connecté à ces étoiles, à ces origines cosmiques, par la lumière qui voyage sans fin et sans âge à travers l'espace. Quelque part dans le ciel nocturne, des photons voyagent en ce moment même vers vos yeux, portant des nouvelles d'étoiles lointaines. Certains ont été émis il y a des secondes, d'autres il y a des années, d'autres encore il y a des millions ou des milliards d'années. Et pourtant, pour chacun de ces photons, pas un instant n'a passé depuis son émission. Ils arrivent neufs, intacts, intemporels. C'est le mystère de la lumière, révélé par la physique, mais dépassant peut-être notre capacité à vraiment le comprendre intuitivement. C'est une vérité sur notre univers qui nous invite à l'émerveillement, à la contemplation, à une humilité devant la grandeur et l'étrangeté du cosmos. Reposez-vous maintenant dans cette lumière. Laissez les pensées du temps et de l'espace, des photons et de la relativité se fondre doucement dans le calme. L'univers continue son existence silencieuse autour de vous. La lumière continue ses voyages intemporels entre les étoiles. Et vous, fait de poussière d'étoiles et baigné de lumière, vous pouvez vous reposer dans la connaissance que vous êtes connecté à tout ce qui existe par ces messagers immortels. La lumière qui touche vos paupières fermées a fait un voyage depuis le soleil, ou depuis une ampoule, ou depuis la lueur lointaine de la ville. Mais pour elle, ce voyage n'a pas eu de durée. Elle est née et arrive dans le même instant, un instant hors du temps, un cadeau intemporel du cosmos. Bonne nuit, amis voyageurs parmi les étoiles. Que vos rêves soient tissés de lumière et que vous vous réveilliez demain avec un nouveau regard sur la merveille ordinaire et extraordinaire qui remplit notre univers. La lumière vous attend, immortelle et patiente, prête à vous montrer le cosmos quand vous ouvrirez les yeux. Elle a voyagé des milliards d'années pour vous, et pourtant, elle n'a pas attendu un seul instant. C'est le paradoxe et la beauté de la lumière, le mystère et la merveille des photons immortels dans leur propre référentiel. End.